Bienvenue dans Éclat de créativité, femmes artistes, des récits inspirants. Le rendez-vous passionnant dédié à célébrer et mettre en lumière le talent exceptionnel des femmes artistes, toutes disciplines confondues. Je suis Coris, ton hôte passionné, et je suis ravie de t'emmener dans un voyage captivant à travers le monde diversifié de la créativité féminine. Chaque épisode de ce podcast est plongé dans l'univers artistique de femmes talentueuses, qu'elles soient peintres, musiciennes, écrivaines, danseuses, cinéastes ou artistes de tout autre genre. Nous sommes ici pour briser les barrières, élargir les horizons et mettre en avant des voix souvent sous-représentées dans le monde de l'art. En explorant les parcours, en partageant leurs histoires et en découvrant leurs œuvres, je souhaite créer un espace où l'excellence artistique féminine peut pleinement s'épanouir. Ensemble, découvrons des perspectives uniques, des idées inspirantes et des talents extraordinaires qui enrichissent notre monde. Rejoins-moi dans cette aventure bi-hebdomadaire où chaque épisode est une ode à la créativité. Éclat de créativité, femmes artistes, des récits inspirants t'invite à écouter, à apprendre, à célébrer l'incroyable richesse artistique que les femmes apportent à notre société. Prépare-toi à être émerveillé, inspiré et ému par ces voix qui méritent d'être entendues. Bonjour à toutes et merci de m'accueillir ici dans votre exposition à Ciné. Pour commencer, j'aimerais que vous me présentiez votre collectif Figure. Alors bonjour, nous c'est Figure. On aime bien dire qu'on est un coven artistique et pas un collectif parce qu'on aime utiliser la figure de la sorcière, qui est une figure assez politique. La sorcière, quand on y pense, c'est une femme au fond de ses bois qui touille dans son chaudron. Mais on voit aussi en la sorcière une femme savante, une femme sachante, une femme qui dérange, une femme qui amène des propos politiques. Et donc nous, on a choisi un peu de politiser notre propos en utilisant justement ce terme coven, qui est réunion de sorcières en fait. Et alors, on a un collectif qui a 1 an et demi maintenant. On est 4 fondatrices et Cécilia nous a rejoints il n'y a pas longtemps. On a décidé de se réunir en fait tout simplement pour s'entraider. On se réunit autour de l'écoféminisme. Alors l'écoféminisme, c'est une thématique très large qui englobe en fait la façon dont la terre, la façon dont la société, le capitalisme, le patriarcat traitent la terre et qui met ça en parallèle avec la façon dont ils traitent la femme et le corps de la femme. Donc c'est un propos très large. Et nos propos à nous s'inscrivent tous justement dans l'écoféminisme. Voilà, je pense que je peux présenter aussi chacune de nos membres. Du coup, on a Morgane Bizou, qui fait partie des membres fondatrices. On a Cécilia Chichane, qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. On a Florence Truss, qui est une des membres fondatrices aussi. Et Joëlle Evita, qui est aussi une membre fondatrice. Et moi-même, Lily Day, qui est aussi une membre fondatrice. Voilà, donc je me permets de passer la parole à une de nous. Si une de nous a quelque chose à rajouter, peut-être. Moi, j'aurais une question par rapport à l'implication politique dont tu parles. Alors, l'implication politique, c'est surtout qu'on est dans toutes des propos qui sont politisés pour le moment. On est dans le corps de la femme, on est dans la biodiversité, les espèces en voie de disparition, la relation à l'autre. Le fait de se soigner aussi soi-même, le développement personnel, le rapport à l'enfance, le rapport à la mythologie personnelle. Et donc, je pense qu'on peut parler de propos politiques parce qu'on est justement dans la suggestion d'engager une réflexion sur ces thématiques-là, qui sont quand même des thématiques qui ne sont pas encouragées par la société patriarcale ni par le capitalisme. Et donc, voilà, on essaye un peu de proposer, on est dans la proposition positive, dans la construction positive et dans la... Oui, je crois qu'on peut utiliser le mot proposition parce qu'on n'impose pas, mais on est dans le positif, quoi, dans la construction. Et est-ce que vous avez une approche sociale ou sociétale? Ouais, c'est bien que tu en parles justement parce qu'on vient de débloquer une bourse grâce à Morgane qui s'est occupée du dossier. Donc on a débloqué une bourse, un futur pour la culture. Et grâce à cette bourse, en fait, on va développer des ateliers avec l'association Vie Féminine qui en fait s'occupe de femmes de tout milieu, de tous horizons, mais aussi de femmes en difficulté sociale ou en situation de violence conjugale ou en d'autres difficultés. Donc on va proposer des ateliers artistiques où on va justement parler de l'image de la sorcière négative et de la sorcière positive et aider ces femmes à trouver, en tout cas participer à leur chemin pour trouver leur brillance intérieure. Voilà.
Moi, ce que j'avais envie de rajouter par rapport au niveau social, rien que le fait d'être des femmes, nous agissons socialement dans l'espace public par nos expositions. On est toutes des femmes, c'est féminin, mais au niveau artistique, il y a une pensée sociale parce qu'en fait, nous sommes liés par notre façon de travailler à la main qui travaille socialement. Et ça, c'est une place qui actuellement peut vraiment résonner dans le monde politique, mais dans le monde féminin. Donc c'est très très pertinent. Par exemple, Joël qui travaille avec des matériaux un peu plus, je dirais, de la toile visible, c'est presque du tissage quelque part. Avec la peinture, c'est une relation directement avec le socialisme. Et nous pourrions faire des rapprochements avec d'autres artistes tels que Joseph Beuys. Bien sûr, nous ne sommes pas dans ce travail-là, mais par rapport au social. Et ça, je trouve que il y a une portée de grande envergure. Et c'est pour ça que je m'inscris dans ce collectif et que j'aime beaucoup, même au niveau des travaux artistiques. Alors moi je suis donc Joëlle Evita et je voulais rebondir sur les propos de Cécilia par rapport au fait que mes toiles soient visibles en effet parce que je rentre dans la dynamique du métissage et donc métissage et donc il y a le mot tissage qui pour moi est la trame de la vie et à travers la trame de cette vie je fais passer j'essaye de transmettre d'une façon poétique mais quand même engagée même très engagée mais en essayant de le faire en douceur pour que ce soit pas de l'activisme et que ça ne réveille pas chez des personnes une culpabilité qui finalement ne ferait que freiner le mouvement d'avancer. Et donc c'est ce que j'essaye de faire passer à travers mes toiles. Donc moi c'est Florence Truss du coup. Donc dans la partie écoféminisme, moi c'est plus la partie éco dans laquelle je me retrouve le plus et que j'essaye le plus de défendre. Donc comme Lily l'a dit, donc c'est l'écoféminisme, c'est comment le patriarcat a décidé de prendre le pas sur la nature et sur la femme. Ben, moi je développe plus cette partie donc nature, dans le sens où moi je peins beaucoup des animaux donc dans l'hyperréalisme, donc pour que ce soit un choc visuel direct. Donc des animaux qui sont donc en voie de disparition ou domestiqués ou modifiés génétiquement par l'homme. Voilà, c'est vraiment l'idée de défendre sans être dans l'activisme comme Joël l'a dit. Donc pas être dans la violence et d'en montrer des choses qui sont trop trash, mais par la beauté justement. Donc la beauté de la nature qu'il faut protéger, qu'il faut se battre constamment pour elle, surtout dans cette période. Donc moi c'est ça que j'ai décidé de défendre ici et via le collectif quoi. Donc ça se rentre super bien dedans. Bonjour, du coup moi c'est Morgane Bizou et mon travail parle principalement de la relation. Donc en fait ce que je peins ce sont des couples qui se tiennent dans les bras et dont l'un a disparu, que ce soit une silhouette toute blanche ou alors en évoluant dans mon travail j'ai fait des silhouettes qui sont transparentes donc on voit au travers l'autre. Et puis, et donc en fait, c'est un travail qui est né avec les confinements, l'impossibilité de rentrer en contact avec l'autre, de voir nos proches, de se toucher physiquement, et ce manque justement. Et puis, ça a évolué vers tout ce qui est relations virtuelles. Donc en fait, on a un peu utilisé comme béquille tout ce qui est Skype, messagerie, application de rencontres pour faire des nouvelles rencontres. Et c'est là où, en fait, en tant qu'observatrice, témoin un peu de cette époque, je regarde comment est-ce que l'humain se réapproprie toute cette technologie et à quel point on ne peut pas s'empêcher justement de mettre de l'humain, de l'émotionnel dans quelque chose qui soit froid et plat, comme un écran, comme des applications. Moi, c'est Lily Day. Et moi, mon propos, j'utilise, j'aime pas dire le mot utiliser, mais ma figure de proue, c'est le corps de la femme. L'idée de désobjectifier et désexualiser le corps de la femme. Donc je peins beaucoup de nus pour renormaliser le nu et dire que le corps, c'est autre chose qu'un être, enfin, qu'un objet sexuel. C'est aussi, ça fait partie d'un personnage. Et donc j'aime bien mettre ça en avant, la force du corps, la force du personnage. Et derrière ça, il y a vraiment aussi une volonté de présenter des visuels métaphoriques de l'inconscient et des états d'être qu'on peut avoir au cours de notre vie et qu'on peut ressentir et être au cours de notre vie. Alors Joël, on est face à un de tes travaux qui est donc une grande toile. J'aimerais que tu me parles de
de cette œuvre et puis que l'on puisse un peu parler de ton travail et de ton approche. Merci beaucoup. En fait, cette toile part d'un conte. Enfin, je sais pas si c'est un conte, c'est un poème. C'est un poème qui a été écrit par Édouard Glissant. Édouard Glissant, donc c'est un philosophe, un grand philosophe qui est décédé en 2011, philosophe antillais, qui a parlé de ce qu'on appelle le rhizome. Pour lui, évidemment, c'est une métaphore du futur, parce qu'aujourd'hui, ça se passe un peu, mais pas beaucoup. C'est-à-dire où finalement, tous les êtres humains entre eux arriveraient à se nourrir les uns des autres par rapport à ce qu'ils sont pour finalement enfanter une nouveauté par rapport au futur de la vie. Et moi, je suis partie de cette idée. Cette idée me plaît beaucoup. Je trouve que c'est un beau message à transmettre. Mais ce message-là n'empêche pas de dire les choses qui se sont passées et témoigner des choses. Mais sans pour ça, comme je disais tout à l'heure, en faire de l'activisme, c'est-à-dire s'arrêter à cette chose sans trouver de solution. Alors moi, je fais cette toile où donc je fais une femme qui dort. Elle dort dans la mer et elle porte un vase. Et ce vase, c'est son ventre. C'est la matrice du monde. Alors elle dort mais pendant son sommeil, il se passe des choses parce que la nature continue à opérer. Et ces choses qui se passent, ce sont les racines. Ce sont les racines qui continuent à pousser, qui se passent en dessous d'elles. Et ces racines viennent aussi de ces animaux un peu étonnants, comme là on voit un poisson. Ici c'est un animal un peu, difficile à identifier. Et donc ce monde sous-marin que Édouard Glissant traduisait à travers l'abîme. L'abîme, c'est une sorte de lieu finalement où on est, mais on n'est pas encore amené à naître avec naître et alors le verbe être aussi, enfin le mot être. Et donc elle dort là et ses racines amènent les personnes finalement à monter au-dessus des vagues pour aller vers un devenir. Au-dessus, donc j'ai fait des petits bateaux qui représentent néanmoins le témoignage d'un passé un peu compliqué par rapport à la déportation, que ce soit la déportation des Africains dans le cadre de l'esclavage, du colonialisme, mais aussi la déportation des Juifs, c'est-à-dire tous les génocides qui ont eu lieu. C'est juste une métaphore par rapport à ça. Alors j'ai utilisé une toile brute parce que en effet c'est la trame de la vie et pour moi c'est le fondement, c'est le même fondement qui fait aussi mouvement dans l'idée de cette matrice qui amène au vivant. Et donc j'ai choisi de faire un cadre qui pour moi en tout cas représente le cadre un peu qui fait partie je veux dire XVIIe siècle. Pour moi est une époque importante parce que c'est l'époque des Lumières et c'est une époque qui semble étrange dans la mesure où elle est révélatrice d'une ouverture sur la vie, sur le monde à travers la philosophie, l'écriture, la science, etc. Mais qu'elle est ouverte sur la vie pour un certain type de personnes et c'est aussi ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une continuité par rapport à ça. Donc pour moi, ce cadre représente cette dimension sur laquelle tu travailles, c'est un peu des dimensions qui, j'ai un peu pu voir que ça varie, il y a les plus petits formats, les grands formats. Ça donne un peu une impression de décor. Il y a beaucoup de jeux de théâtre dans les œuvres que j'ai un peu vues. Une sensation d'effectivement, comme tu dis, ça raconte une histoire, mais on sent vraiment le théâtre, la narration dedans. Oui, en effet. Donc en fait, moi je suis une personne de théâtre et je suis dans un art narratif et en effet, pour moi, tous ces grands formats sont des pages de décor de la vie. Et en fait, dans mon esprit, je voudrais faire un chemin où les personnes puissent marcher et découvrir l'arrière et l'avant dans une idée théâtrale. C'est de la théâtralisation, en effet, artistique. C'est dans tout ça que je fonctionne, que ce soit dans le cadre des grands formats qui sont sur toile ou dans les petits qui sont sur carton. Mais ça reste quand même un imaginaire qui est entre abstrait, légende et figuratif, c'est peut-être parfois un peu, ça dépend un peu les sujets, mais ça vogue entre l'imaginaire, les silhouettes et quelque chose de plus précis. Oui, c'est assez précis. C'est un peu du rêve aussi, comme un peu on peut s'imaginer des choses. Oui, c'est-à-dire que j'essaye bien sûr, je veux exister à travers mon travail, mais c'est un dialogue avec le monde et je voudrais laisser la part au monde aussi de pouvoir rêver et d'imaginer des choses quand il le voit. Les techniques que
tu utilises, c'est souvent l'acrylique ou un mélange? C'est beaucoup de l'acrylique, un peu d'huile pour finaliser quand j'ai envie que les couleurs soient plus fortes. En gros, c'est ça, oui, c'est plutôt ça. En effet, parfois il y a des collages, dans d'autres, des collages de toile sur toile. Pensez aussi des idées de sculpture, peinture à théâtraliser. Et donc je colle et je fais des volumes avec les collages dans la toile. Mais ça, c'est une autre vision des choses que je vais aussi représenter bientôt, justement à Uccle. Et j'invite tout le monde à venir le 18 juin à Uccle au CCU où il y aura une grande installation avec les grands formats, les 3 mètres sur 2, tout à fait théâtralisé au centre culturel. Tu travailles sur l'argile? C'est pas de l'argile, c'est l'idée de l'origine, c'est l'idée de cette origine finalement, c'est ce qui est dans le fond de la mer, c'est ce qui gît dans le fond de la mer et qui en fait représente l'oubli, ces choses qu'on a oubliées mais qui quelque part existent toujours et qui, qu'on le veuille ou non, à un moment donné ressurgiront. Et c'est ce que je sculpte. Alors c'est de la terre. Donc comme elle peut pas être cuite, j'amène d'autres techniques pour vraiment que ce soit quand même solide, pour que la sculpture tienne. Mais c'est c'est de la terre en fait. Merci beaucoup. Florence, je suis restée un peu scotchée devant cette peinture de Lepus californicus. J'aimerais bien. Alors, en fait, donc c'est un lièvre de Californie. Donc moi, j'ai choisi de donner à tous mes tableaux les noms scientifiques des espèces, tout simplement parce que ça permet aux personnes de se l'approprier, tout simplement. Donc voilà. Et c'est pour aussi bien signifier que ce sont des animaux qui existent, tels qu'ils sont. Il n'y a pas d'invention, il n'y a pas d'exagération. Donc ici, c'est un lièvre donc de Californie avec des oreilles gigantesques, d'accord. Et en fait, il vit complètement dans le désert. Donc il est complètement transparent. On ne le voit pas, il est camouflé parfaitement dans son environnement. Donc c'est pour ça que moi je choisis de les mettre aussi sur un fond noir, tout simplement parce qu'en fait, on est obligé de les voir tels qu'ils sont. On n'est pas brouillé dans un message, il n'est pas perdu dans son univers, on est obligé de faire attention à l'animal. Et surtout ici, ce qui était intéressant, c'était ses oreilles. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas en entier, parce que vraiment ici, moi ce qui m'a fortement intéressée, c'est les veinures des oreilles. En fait, très végétal, un peu comme ça. Donc ça fait vraiment connexion animal-végétal, donc moi c'est tout ce que j'aime. Et surtout qu'en fait, donc comme c'est un animal qui donc vit avec des fortes chaleurs et des températures plus froides, il est obligé de réguler sa température. Donc c'est pour ça qu'en fait il a des oreilles très grandes, très disproportionnées par rapport à son corps, parce que c'est toutes ces veines en fait qui vont lui permettre de réguler sa température. Donc elles sont très grandes, très fines, et puis c'est un jeu qui était... que j'ai adoré faire en fait. Ça c'était vraiment... et c'est pour ça qu'elles sont si jaunes, si lumineuses, parce qu'un trait de soleil et tout de suite on voit comment il fonctionne. Ce qui était intéressant, je trouve, dans l'animal quoi. Parce que à la part en général, c'était quoi plus classique, c'était le pelage, voilà, les vieilles natures mortes du 17e, c'est la 18e. Et ici, moi j'ai voulu le montrer en vie quoi. Donc vraiment, c'est grâce à ça qu'il est en vie et c'est ça qui finalement est intéressant. Donc, Mais quand tu fais des peintures comme ça, quand je vois pour les autres animaux, tu t'informes, tu fais des recherches. Oui, voilà, c'est ça. En fait, je ne peux pas faire un animal si je ne comprends pas comment il fonctionne. En fait, c'est voilà, comment il fonctionne avec son environnement. Que ce soit voilà, un vautour ou un calamar ou quoi que ce soit, il faut que je me renseigne, que je m'informe et que j'ai toute une documentation. Parce que je passe des heures et des heures et des heures. Je suis à peu près, je pense que celui-là, il m'a pris 1 mois, 2 mois, vraiment de travail. Après, bon, j'ai les infos, mais après, il faut que je les mette en tête aussi, un autre programme. Vraiment de la recherche. Donc c'est la peinture, oui, c'est ça, je me dis, c'est la peinture à l'huile. Donc tu mets l'huile sur lin, donc c'est la toile que tu utilises. Toujours le même type de toile alors, toujours de la toile de lin. Est-ce que ça rend mieux? Ça rend mieux, c'est beaucoup plus résistant aux déformations. Mais j'ai une formation de restauratrice de tableaux à la base, donc d'accord. voilà. On sent vraiment que tu connais bien la toile et la peinture. Les couleurs, les détails, tout ça, c'est vraiment... j'ai une formation là-dedans, donc ça m'a vraiment... Merci. Vraiment en fait vie aux animaux que tu peins, et c'est comme souvent les photographes qui sillonnent un petit peu l'Afrique ou ailleurs, qui rendent les populations avec leurs bijoux, leurs parures,
utilise beaucoup les fonds noirs et ça donne vraiment ça met en avant vraiment le sujet et on le regarde différemment du coup. Tout à On prend fait. toute son attention dans tous les détails qu'on peut voir et effectivement, comme tu dis, on n'est pas C'est ça. perturbé par l'extérieur. Fond noir, je pense que c'était la meilleure solution. J'ai essayé Oui. plusieurs choses et le fond noir, ça marche Oui, pour ça tout donne le monde. vraiment une vie, quoi. Même les animaux, voilà, comme ici, ils sont jaunes et noirs, mais Oui. finalement, il est quand même complètement détaché. Tout à fait. Et c'est vraiment ce qui rend le mieux, en tout cas. C'est très beau. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, Lily Dale, nous sommes devant une de tes toiles. Donc, le titre est La Loba. J'ai aussi été un peu scotchée en arrivant devant parce que je trouve qu'elle est très forte et dans une grande simplicité. J'aimerais que tu m'en parles. Alors là, c'est basé sur un conte mexicain en fait qu'on retrouve dans le livre Femmes qui courent avec les loups. Je sais pas si tu connais, oui. Et en fait, c'est un livre qui se base justement sur la recherche de l'archétype de la femme sauvage à travers de nombreux contes. Alors on se retrouve avec le conte de la Loba. Alors la Loba, c'est une femme qui parcourt le désert à la recherche d'ossements d'animaux. Et une fois qu'elle reconstitue un squelette complet, elle lui redonne vie. Et donc c'est majoritairement des loups, d'où son nom la Loba, la louve en espagnol. Et donc moi je l'ai représentée à cheval, parce que je trouve que le symbole de la cavalière ajoute encore de la puissance au personnage. Elle est nue sur son cheval, on est sur une nudité où on voit la force du corps, elle est vraiment victorieuse sur son cheval, elle est suivie par son pack de loups, sa meute de loups. Et alors elle brandit aussi le bâton qui est le bâton chamanique, hein, symbole de pouvoir, de transformation. Et donc cette loba, en fait, elle est recouverte par une peau de loup. Elle a la tête recouverte par une tête de loup, un peu comme une chamane, on va dire amérindienne, ou alors d'Amérique du Sud, on ne sait pas très bien. Et elle est vraiment, voilà, je voulais la représenter forte, je voulais la représenter victorieuse, et elle est noyée dans la brume du désert, voilà. L'arrière-fond est très rouge comme ça, c'est très, ça donne un peu une idée de puissance aussi et de connexion avec la nature. Enfin, je sais pas, on peut. Le cercle, en fait, c'est un symbole hyper important dans mon travail. On le retrouve dans tous mes tableaux. Et ça a deux significations pour moi. La première, on est sur la pleine lune et la lune rouge surtout. Donc la pleine lune, lune qui est symbole féminin par excellence, vu que dans la symbolique, on est sur la lune féminine et le soleil masculin. La lune rouge, ce lien au sang justement, où la femme est le seul être à saigner de façon naturelle sans être blessée. Donc il y a un lien très fort entre la vie, la mort, le sang et la femme. Et puis alors ça c'est plus personnel, c'est le soleil couchant. Et en fait j'ai toujours cette image de conte de fées où à la fin l'héroïne ou le héros s'en va dans le soleil couchant. Et donc on referme le livre et donc l'héroïne ou le héros continue son histoire mais n'est plus dépendant de la trame narrative ni de l'œil du spectateur. Et donc on a un peu ce côté libérateur où le soleil couchant vient libérer le héros ou l'héroïne de son histoire et lui permet en fait d'avancer, de devenir autre chose. Et alors il y a quelque chose que j'ai oublié de dire justement, c'est que comme j'ai expliqué précédemment, on est sur de la métaphore. La loba, c'est une métaphore pour le développement personnel en fait. Donc au cours de notre vie, on est tous en train de chercher dans notre désert intérieur, dans notre monde intérieur, des parties d'ossements, de squelettes de la personne qu'on est censé devenir et qu'on est censé réaliser. Et donc la loba, c'est vraiment ce symbole de recherche personnelle et de victoire sur cette recherche où on arrive à donner vie à cette personne qu'on est censé devenir. Et je vois aussi que dans les œuvres que tu présentes ici, il y a aussi les œuvres se composent de différentes parties, comme en collage, en superposition ou bien en association de cette lune rouge qu'on peut voir aussi dans une autre œuvre. C'est une liberté que tu te donnes ou qu'est-ce qui te motive à réaliser des œuvres comme ça? Alors j'ai toujours eu un rapport fasciné avec le jouet. Ça, c'est mon côté autistique. Donc en fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu des collections de jouets. J'ai jamais joué, mais je faisais des scénettes. Et pour moi, la compréhension du monde chez l'enfant passe justement par ce fait de soit de jouer, soit de faire des scénettes, mais avec le camion de pompier, la ferme, les dinosaures. Et c'est vraiment une façon de comprendre le monde. Et donc dans mes tableaux, j'essaye de ramener cette ludicité
ce rapport avec l'enfant intérieur et de se dire, ben, moi je fais la même chose mais avec des états intérieurs et avec comment dire, des métaphores visuelles de ce qu'on peut ressentir et des archétypes qu'on peut représenter à un moment ou l'autre de notre vie, quoi, des archétypes comportementaux. Merci beaucoup. Merci. Alors Morgane, on est devant une de tes œuvres qui s'appelle Picture of You. Et je trouve cette... je sais pas, on va parler de toile parce que c'est pas vraiment une toile, mais si tu peux nous en dire plus. Ok, oui, ben c'est une toile particulière. En fait, c'est un support holographique que j'ai commandé à Los Angeles, en fait, parce que j'ai pas trouvé ça en Europe. Et c'est quelque chose sur lequel j'avais très très envie de travailler depuis un moment. C'est une toile holographique, donc en fait la particularité c'est que quand on bouge autour de la toile, déjà il y a un petit effet miroir, et puis les couleurs changent en fait. Et les couleurs vont également changer en fonction de la lumière naturelle, artificielle, et bon si c'est la journée, ben, il va y avoir une couleur qui sera différente de celle du soir. Donc et alors c'est des couleurs qui sont comme dans les bulles de savon. Et ça c'est un peu ma palette justement, cette palette que j'ai développée au fil du temps, cette espèce d'arc-en-ciel un petit peu doux. Et donc c'est les couleurs de l'iridescence. Et ici, ce tableau-là en particulier représente un couple se tenant dans les bras comme dans les autres. Mais alors la particularité c'est que le personnage féminin, il est en pixels. Et donc, c'est vraiment ce côté plat, justement, avec cet être réaliste, l'homme qui le tient dans ses bras. Lui, il a un volume, vu qu'il est réaliste. Et alors, le pixel donne vraiment un côté plat, un petit peu comme justement la toile holographique, qui est une métaphore de l'écran pour moi aussi, puisqu'il y a ce côté très lisse. Et quand je travaille, je pars d'après des photos que j'ai prises moi-même. C'est toujours des couples véritables. Donc ce sont des personnes qui vont se prendre dans les bras d'une manière authentique. J'ai pas envie qu'il y ait d'acting, que ce soit joué. Et j'aime beaucoup la participation des modèles en fait dans mes tableaux, parce qu'en fait ils vont y mettre forcément quelque chose d'eux-mêmes, d'une manière naturelle, de se tenir, de se toucher. Et ça me permet en fait aussi de ne pas trop guider la séance de pose. Et à ce moment-là, je les éclaire avec des lumières de couleur, donc, qui vont aussi donner ce petit côté un petit peu onirique. Et j'aime beaucoup le réalisme, l'hyperréalisme, mais finalement on est en dehors puisqu'il y a des couleurs qui sont irréalistes, finalement. Et peindre, c'est intriguant. Comment est-ce que tu peux peindre sur un support comme celui-là? Voilà. Ça tient? L'acrylique ou l'huile que tu utilises, il tient dessus? Oui, visiblement, mais Oui, comment? c'est un vrai défi, Oui. parce que c'est un petit peu comme peindre sur du verre, où c'est tellement lisse. Donc en fait, j'ai trouvé un primaire qui accroche, et donc j'ai peint avec ce primaire seulement là où j'allais peindre en couleur. Et ça qui m'a permis, mais c'était oui, un peu de temps de recherche, mais j'aime bien les défis, j'aime bien changer de support, et j'aime bien varier le rendu aussi, même si ça reste, il y a toujours peut-être un côté traditionnel de la peinture, Oui. mais justement en explorant un petit peu au-delà. Oui, ça contraste effectivement, comme tu dis, avec le côté traditionnel et le support qui peut être très, on va dire contemporain, oui, mais c'est très, ça met dans une ère un peu effectivement de numérique, un peu, un dialogue assez intéressant pour ça, mais ça, on sent quand même le côté humain et chaleureux du mouvement, du geste. Donc c'est un beau mariage. Tu parlais tout à l'heure d'évolution dans ton travail. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, ben donc à la base je parlais vraiment juste du manque dans la relation, donc le fait de ne pas pouvoir se toucher, comme tout ce qu'on a connu avec l'impossibilité de voir nos proches pendant les confinements. Et puis j'aime beaucoup lire, écouter des podcasts, et tout ce qui est social, sociologique, ça m'intéresse énormément. Et donc, je me suis mise à écouter tout un tas de podcasts de gens qui passent par des applications de rencontres et qui étaient un petit peu frustrés de
cette manière de se rencontrer, qui avait un petit côté commercial dans le fait de se vendre, le fait de consommer l'autre. Et donc, j'entendais tous ces témoignages de personnes qui ont besoin en fait de se rencontrer, on a besoin les uns des autres, et en même temps, toute cette numérisation, cette virtualisation des relations enlève quelque chose à l'authenticité de la rencontre véritable. Et, et ça me faisait penser, parce qu'en fait, mon travail est très sensoriel, il est très sur le toucher. Ça me faisait penser à la manière dont on se rencontre dans la réalité, où en fait il va y avoir un regard particulier, il va y avoir une poignée de main, une bise, un petit contact physique, pas toujours, mais tout un tas d'informations qu'en fait notre corps va enregistrer, qui sont même inconscientes, qui ne vont pas être verbalisées, mentalisées, mais est-ce que cette main elle est chaude, est-ce qu'elle est moite, est-ce qu'elle tremble, et donc dans le geste, dans l'attitude de la personne, son odeur qui va être présente, il y a toutes ces informations qui vont dire d'ailleurs je l'ai senti ou je ne l'ai pas senti cette personne. Alors que par écran interposé, on n'a pas tout ça. Et donc on peut au final avoir discuté avec quelqu'un pendant quelques temps et puis se retrouver en face de cette personne et se dire ah mais non en fait on partage des choses mentalement mais physiquement voilà, il manque cette petite chose qui va faire qu'on accroche. Et donc oui, c'est ça. Et alors finalement, dans tout ce qui est ces applications, des messageries en particulier, on va émettre beaucoup d'émotions. Donc même à l'écrit, on va utiliser des emojis parce qu'on a besoin de traduire nos émotions constamment et on doit préciser, c'est dans cet état-là que je me sens. Et ça reste un peu frustrant puisqu'en fait c'est très limité ces emojis par rapport à toutes les expressions du visage qu'on a dans la réalité. Mais on va passer par là parce que c'est un besoin en fait. Quelque part, c'est quelque chose de... Elle est comme un sujet qui est récurrent, mais dont l'application et la forme est infinie en fait. Même si c'est comme en regardant tes tableaux, c'est les couples qui s'enlacent, qui se tiennent, mais c'est à chaque fois des couples différents. Enfin, je veux dire, c'est chaque fois une situation différente et c'est infini en fait quelque part. Je parle de couple, mais en fait, ça peut représenter aussi l'amitié, la sororité, la fraternité. C'est vraiment la relation dans son aspect général. Et d'ailleurs, avant d'aborder ce thème-là, cette série qui s'appelle Ghost, j'ai travaillé sur 2 séries qui s'appellent After Party et Gold. Et en fait, After Party, ça représente des canettes qui sont vides, écrasées de différentes manières. Et j'avais de nouveau éclairé avec des projecteurs de lumière, de couleurs. Et des réflecteurs aussi holographiques déjà. Il y avait déjà un petit avant-goût de ce que je fais maintenant. Et là, ça parlait vraiment de la relation à l'objet et de la relation, justement dans l'écoféminisme, qu'est-ce qu'on fait de cet objet qu'on a consommé? Il y a justement aussi cette idée de consommation. On a vidé le contenant, il nous reste cet emballage qui est... Alors du coup, je me suis intéressée à l'aluminium, en fait, qui est 100% recyclable à l'infini. Donc j'ai réalisé que c'était dommage à quel point on allait gaspiller et jeter ça pas au bon endroit pour qu'il soit recyclé. Et je voyais là-dedans une poésie, vraiment la beauté de l'être humain qui... Voilà, on peut pas s'empêcher de détruire, mais on est aussi là pour construire. Comment est-ce qu'on prend nos responsabilités after party, donc après la fête? On s'est amusé, on a consommé, et puis ensuite, on est là aussi pour réparer, recycler, etc. Et donc, dans la relation, c'est vraiment le thème de mon travail, et c'est ça qui va toujours revenir, que ce soit la relation à l'objet ou la relation à l'autre. Et du coup, forcément, il y a aussi une idée de consommation. Est-ce qu'on consomme ou est-ce qu'on interagit? Merci beaucoup. Merci à toi. Cécilia, nous sommes devant une de tes toiles que je trouve très délicate et poétique et j'aimerais que tu m'en parles. Merci. Voilà, donc c'est Cécilia, je suis artiste peintre depuis quelques années. La peinture acrylique, c'est mon médium de prédilection, même si je touche un petit peu à tout. Donc en fait, j'ai une formation de dessin.
et de peinture. Et donc en fait déjà au niveau esthétique, j'ai un mélange des deux médiums directement, je n'y réfléchis pas, c'est instinctif. Alors moi en fait je travaille essentiellement sur le thème de l'enfance et de l'adolescence. C'est vraiment un thème que j'ai commencé directement à peindre. C'est vraiment, j'ai commencé avec ma propre histoire. Ça fait des années que je l'ai évacuée et je suis passée dans des histoires d'artistes en allant lire des biographies. Alors pas n'importe quels artistes. Les artistes qui m'ont intéressée, c'était des artistes qui mélangeaient leur propre vie avec leur art. Donc il y a toute cette dynamique de réflexion par rapport à eux-mêmes. Moi, en fait, ce sont des récits fictionnels. C'est comme ça que je les détermine. Et ça raconte des vraies histoires, mais en même temps, quand je les passe en peinture, ils deviennent fictionnels parce qu'il y a une part d'invention et de créativité qui vient se mettre directement sur la toile. Aussi, c'est une partie de l'enfance et de l'adolescence qui est assez fragile, qui n'est pas forcément visible. Et c'est ça que j'ai voulu essentiellement montrer dans mon travail. Je suis une peintre de l'émotionnel. Donc en fait, c'est une émotion. Quand je parle ou quand je regarde, quand je peins, il y a d'office l'idée de rencontrer un regardeur. D'ailleurs, dans mon travail, il y a cet aspect de l'esthétique relationnelle, parce que c'est le regardeur qui termine l'œuvre, d'où ce côté inachevé aussi également dans mon travail. Par rapport à mon thème, qui est l'enfance, qui est un petit peu dur, qui est fragile, il y a cet aspect rêche. Et c'est pour ça que je peins de cette façon-là. Donc, il y a une idée de ne pas finir le travail aussi par rapport à l'enfance. Alors il y a aussi tout cet aspect de la présence et de l'absence. Mon enfant ici n'est pas. C'est à travers les bras du papa qu'il est intégré dedans. Donc il y a toujours des jeux, des paradoxes même au niveau de la couleur. Les couleurs sont très fortes, donc il se passe quelque chose, on ne sait pas quoi, c'est mon arrêt sur image. C'est ça exactement. C'est ma première démarche, je dirais aussi, c'est-à-dire, il se passe quelque chose, il y a une scène, mais le spectateur, le regardeur va devoir l'interpréter et s'impliquer dedans. Donc, il y a tout ce jeu en permanence avec la personne qui regarde et qui va être touchée par celui-ci, par un autre, en fonction de son propre vécu. Donc, il y a cette idée de non-achèvement et pourtant, il est fini. Donc... Tu parlais de couleurs fortes, tu utilises beaucoup des couleurs comme le rose, le vert, presque flashy comme ça. Oui, en fait, moi j'ai associé les couleurs vives parce que ça donne une tempérance, une force qui est liée à l'enfance aussi, de toute façon, à l'adolescence, parce qu'en fait, dans les émotions, il peut y avoir quelque chose de très très violent qu'un enfant va vivre, et donc je le mets d'une certaine manière à travers des couleurs franches, pures, intenses. Et je viens jouer avec moins d'intensité. Là, ici, par exemple, je viens jouer avec du blanc, des couleurs moins intenses, pour justement venir aussi au niveau esthétique complémenter. En fait, c'est toujours des paradoxes. Donc, il y a un mélange de douceur, de net, de flou, de fort, d'intime, parce que pour moi, ce contact au monde avec l'enfance et l'adolescence, c'est justement cette fragilité que nous, en tant qu'adultes, nous ne percevons pas forcément. Et donc, c'est une mise en lumière de ce qu'un enfant ou un adolescent vit, mais je fais quand même une accroche esthétique, c'est-à-dire que je ne figure jamais la scène dans la violence, mais par contre, on la suppute, on l'imagine. Et au fur et à mesure qu'on regarde mes tableaux, on sent qu'il y a une violence qui s'en dégage. C'est un petit peu mon objectif, parce qu'en fait, j'ai envie de toucher le regardeur. Et aussi en sous-couche, par les peintures, mais en sous-couche, ce sont des enfants qui sont devenus adultes. Donc il y a tout ce lien aussi avec la féminité due à l'enfance. Alors je parle beaucoup des filles, parce que il y a cet aspect social aussi, justement, et qui se retrouve jusque dans nos vies. Et c'est des fondements quand même qui peuvent être vraiment très tragiques. Et on les retrouve en tant que femmes. Quand
tu parles de la violence ou de choses qu'on ressent dans tes toiles, c'est effectivement c'est un peu ce ressenti-là. Il y a comme parfois une sorte de malaise dans le regard. Mais qu'est-ce que tu veux faire passer? Donc tu parles effectivement de cette violence, des douleurs, mais qu'est-ce que tu veux faire passer d'autre? C'est surtout l'émotion. Donc, c'est une émotion, un enfant, un adolescent, il a une certaine candeur, donc il retient. Et là, ici, moi, je viens marquer le regard pour lui dire, mais non, regardez, je suis là, et ce n'est pas rien ce qui se passe. Voyez-moi. Et ça, c'est une manière, en fait, je le fais subtilement quand même, mais il a de la présence. Je ne veux pas qu'il soit effacé. L'enfant, il vous regarde. Et quand il vous regarde, vous le regardez. Donc, il y a vraiment cette connexion entre les deux. Et c'est là que, je dirais, mon point de bataille, c'est de dire, sans trop dire, c'est d'être présent, sans être tout à fait absent, mais il y a quand même chaque fois de l'absence. Donc c'est conscientiser sur la condition un peu des enfants, de ce qu'ils vivent, de leurs Exactement. émotions, des douleurs qu'ils peuvent porter sans qu'on les voie. Exactement. Et qui passe comme ça parce qu'un enfant, enfin moi j'ai remarqué déjà en étudiant beaucoup le sujet, j'ai énormément analysé ma propre enfance, j'ai analysé les enfances des autres à travers les biographies, j'ai fait aussi une série, d'ailleurs cette série-là, c'est les enfants réfugiés. Donc bon, ici j'ai mis un gros thème parce que c'était compliqué de chaque fois mettre une série, mais j'ai des sous-séries, des sous-catégories qui viennent vraiment complémenter chaque fois ce même thème de récits fictionnels, mais basés toujours sur des faits réels. Et c'est vraiment impliquer le regardeur, la personne. C'est pas simple, hein. Attention, c'est pas simple parce que moi j'ai déjà eu des personnes qui pleuraient devant certains tableaux tellement ils se sentaient émus par ce qu'ils ressentaient. Mais c'est ce que j'ai envie de montrer parce que c'est une part, je ne sais pas pourquoi, dans la société, l'enfance et l'adolescence, elle est un peu invisible. On parle des grands problèmes, voilà, par exemple les réfugiés. Moi, ce qui m'a terriblement marqué, c'est que on parlait énormément du mouvement, de l'aspect social, politique, financier, mais on ne parlait pas de ces enfants qui se retrouvaient mais complètement défigurés par cette violence. Et donc, il y a vraiment cette envie de raconter cela. Et par exemple, j'ai fait la même chose avec les anges, parce que je travaille aussi sur les anges, où il y a cette ambiguïté entre l'enfant et l'ange, volontairement, c'est-à-dire que quand on le regarde, on ne sait pas si c'est un ange, on ne sait pas si c'est un enfant, pourtant il est là, il a quand même... Enfin, donc il y a tout un questionnement que le spectateur peut se poser, et en même temps cette idée de malaise, et d'être observé aussi par la peinture. Par la peinture, oui, tout à fait. Intéressant, merci beaucoup. Merci. Voilà pour aujourd'hui dans Éclat de créativité, femmes artistes, des récits inspirants. J'espère que tu as été aussi inspiré que moi en découvrant ces incroyables femmes artistes et en explorant leurs histoires fascinantes. Avant de conclure, je tiens à rappeler l'importance de soutenir et de promouvoir la diversité dans le monde de l'art. N'oublions pas que derrière chaque œuvre se cache une voix unique, une perspective singulière et un talent exceptionnel. En partageant ces récits, nous contribuons à créer un monde où l'égalité artistique est une réalité, où chaque femme artiste peut voir son travail reconnu et célébré à sa juste valeur. Si tu as aimé cet épisode et que tu souhaites continuer à explorer le monde captivant des femmes artistes, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast, donc Éclat de créativité, femmes artistes, des récits inspirants, sur tes plateformes préférées. Et bien sûr, partage cet épisode avec tes amis, ta famille et tous ceux qui partagent la passion de découvrir et de soutenir le talent artistique féminin. Merci infiniment de nous avoir rejoints aujourd'hui dans cette aventure artistique. Reste à l'écoute pour de futures découvertes artistiques incroyables. Je suis Coris, ton hôte dévouée, t'invitant à célébrer la créativité féminine sous toutes ses formes. À bientôt sur Éclat de créativité, femmes artistes, des récits inspirants.